Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Les métallos de Florange en Moselle font monter la pression. Pour la 4e fois en une semaine, une quarantaine de métallurgistes de l'usine ArcelorMittal bloquent l'entrée aux locaux administratifs du site. Des pneus et des ballots de paille sont brûlés depuis ce matin par des ouvriers en colère. Ils réclament un engagement de la direction à redémarrer les 2 hauts fourneaux de l'usine en sommeil depuis plusieurs mois. Ils craignent une fermeture définitive de l'aciérie qui emploie quelques 5000 personnes. Alors qu'une cérémonie a été organisée ce matin sur le pont reliant la Faute à l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, 2 ans après la tempête Xynthia, cet appel à l'aide des familles de victimes. Plusieurs dizaines d'entre elles réclament un renforcement des digues pour faire face à de nouvelles inondations. L'Aiguillon n'est pas protégé. Et donc s'il y a à nouveau un événement comme Xynthia ou inférieur à Xynthia, on aura les pieds dans l'eau. Et ça, on n'en veut pas. 2 ans après la catastrophe, certains sinistrés ont vendu et quitté leur maison. Les autres ont préféré rester et vivent toujours dans les zones noires, rencontre avec cette poignée d'irréductibles. Comme rayé de la carte, la cuvette mortifère de la Faute-sur-Mer est devenue en 2 ans un immense terrain vague, ponctué de lampadaires. 275 maisons ont déjà été rasées, un sinistre no man's land que certains refusent toujours de quitter. Dans ce coin-là, c'est la seule qui n'est pas vendue actuellement, qui n'est pas vendue à l'État. C'est-à-dire qu'on va rester seul dans ce coin. Depuis 2 ans, Michel fait donc ce qu'il appelle de la résistance avec 16 autres propriétaires. Ils ont décidé de jouer la montre face à certaines incohérences. On démolit tout. Voilà, ça a été la politique. Et quand ils ont eu acheté, ils ont fait une digue de protection. C'est-à-dire que le travail a été fait à l'envers. Et puis donc, oui, un petit mulot. Ici aussi, ils refusent l'expropriation. Sur la pointe de l'Aiguillon, ils sont encore une 60aine d'irréductibles. 2 ans de lutte ou d'acharnement, comme Marie-Christine, qui a profité de la visite des officiels il y a 3 jours pour interpeller le nouveau préfet. Petit à petit, ailleurs, chez les voisins, il y a l'effacement des zones noires. Donc moi, je me dis, de pointe de l'Aiguillon, maintenant, on va vivre d'espoir. Il n'y a pas de différence de traitement entre la Vendée et la Charente-Maritime, vous savez. Sa maison secondaire est juste derrière la nouvelle digue. Là, c'est la première maison que nous avions, la maison de mon grand-père. Et puis donc, on a eu un agrandissement il y a 4 ans. Hors de question de quitter ce terrain, quitte à répéter encore et encore le même discours depuis Xynthia. On ne comprend pas pourquoi nous avons été mis d'une façon aussi arbitraire en zone noire. C'est sûrement pas plus dangereux qu'ailleurs. On ne va pas revenir sur le fait que l'île de Ré n'a pas été mise en zone noire, mais je le repense fortement. Maintenant, il y a les protections qui arrivent, donc les travaux qui sont en cours. Ça, c'est très, très encourageant. Et je pense dans la salle, il y a pas mal de personnes qui ont du rouge rayé. Mais demain, il sera bleu. Monsieur Angotti, demain, il sera bleu. Des zones qui changent encore et des espoirs qui renaissent. Voilà le quotidien des sinistrés. Les résultats de l'enquête publique que devra valider le préfet pourraient concerner 400 personnes à l'Aiguillon. Et cela fait 2 ans que ça dure. Des annonces, des réunions entre bonnes et mauvaises nouvelles. Dans ce contexte, impossible de tourner la page. C'est 2 années difficiles parce qu'en fait, on a toujours ça en tête. On est toujours dans l'attente et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pour mon compte personnel, je ne suis toujours pas remboursé au bout de 2 ans. Donc on est toujours dans Xynthia, en fin de compte. On parle des digues, on parle des problèmes, les gens qui s'en vont. Eux, ils auraient bien voulu partir, mais le couple Anil s'est retrouvé en zone rouge, juste à la limite. Il y a eu 1 mètre d'eau dans leur maison, ils ont tout refait, mais la peur, elle, n'est pas partie. Oui, c'est un endroit dangereux parce qu'en plus on est à moins de 100 mètres de la digue. Donc s'il se passe quoi que ce soit, l'eau arrive très vite. On prend les mêmes risques qu'avant, encore une fois, rien n'a changé. Il y a eu 29 personnes qui sont décédées, donc il y a plus d'attention, mais concrètement, il n'y a rien. Le 9 mars, les familles qui se sont portées civiles rencontreront le procureur et le juge d'instruction. Un rendez-vous de plus dans cette après-Xynthia qui risque de durer encore longtemps. C'est une affaire qui rappelle de sombres souvenirs. L'un des 2 derniers rescapés d'Ouradour-sur-Glane a décidé de porter plainte après avoir reçu une nouvelle lettre d'insulte. Le courrier anonyme comporte des propos injurieux et révisionnistes. Quant à vous,
Rescapé pour écrire des horreurs pareilles. Vous auriez mieux fait d'y rester. Vous ne méritez pas votre carte d'identité, alors que les Alsaciens se sont battus et ont payé cher, de leur chair, pour redevenir français. Mais ma réaction pour cette lettre m'a profondément choqué quand même. Vous n'avez pas lu les injures encore? Non, j'ai pas lu les injures. Et suite à cette lettre quand même que j'ai pris la décision de porter plainte. À 19 ans, Robert Ebras perdait sa mère et 2 sœurs le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane. 68 ans plus tard, il est encore victime de harcèlement. Au total, au fil des ans, il aura reçu une dizaine de missives injurieuses et révisionnistes. La bête est toujours là, malheureusement. Et je ne me fais pas trop d'illusions, mais enfin, là, c'est quand même, ça dépasse les limites quand même. Poursuivi en justice par 2 associations d'incorporés de force du Haut et du Bas-Rhin, Robert Ebras a été relaxé en première instance. L'appel sera jugé le 1er juin prochain à Colmar. Dans son livre évoquant les malgré nous, il les avait qualifiés de soi-disant incorporés de force et il dénonce toutes les barbaries. Rien ne change, non, mais je vais même plus loin, j'ai l'impression que ça s'aggrave, que c'est pire. Quand vous lisez l'actualité? Oui, quand je lis l'actualité, c'est pire. Et puis hélas, des ouragans, il y en a continuellement, tous les jours, encore, à tout moment. On a des enfants qui meurent. C'est triste. Et de douter profondément de la nature humaine. Faire son plein n'a jamais été aussi cher alors que le candidat socialiste François Hollande propose de bloquer les prix de l'essence pendant 3 mois. Le gasoil atteint son plus haut niveau depuis janvier, des records qui commencent à peser lourd dans le budget carburant des professionnels de la route. À la pompe, le compteur s'emballe. 1,42 € le litre de gasoil dans cette station-service. Pour les professionnels comme cet artisan taxi, la note ne cesse de grimper. On encaisse qu'à chaque fois qu'on fait le plein, on dépense 15 €, 20 € de plus à chaque fois. Voilà, et donc ça fait un manque à gagner et des ressources qui s'épuisent petit à petit. Un surcoût impossible à répercuter sur le prix de la course qui lui est réglementé. Alors les professionnels du transport sont résignés. Il n'y a pas longtemps, pour moins que ça, on aurait manifesté. Aujourd'hui, chacun se regarde un peu dans les yeux qui va manifester le premier pour se plaindre. Et c'est parti pour durer. Chez les ambulanciers, on tire aussi la sonnette d'alarme. Depuis 2008, année de tous les records, la facture de carburant n'a jamais été aussi élevée. Dans certains cas, elle dépasse même le montant des bénéfices, mettant en péril certaines PME. Nous avons fait toutes les économies d'échelle possibles depuis des années, d'organisation, de structure, pour diminuer nos coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, la seule variable sur laquelle nous pouvons agir, c'est le facteur humain. Ça veut dire moins d'employés. Et pourtant, la colère reste contenue. Pas de manifestation, pas de blocage. Quelle que soit la taille de l'entreprise, tout le monde subit. C'est pas forcément de la fatalité, c'est qu'aujourd'hui les pétroliers nous tiennent. On ne peut pas aujourd'hui descendre dans la rue et manifester. Un jour de chiffre d'affaires perdu, c'est l'équilibre de tous les emplois de l'entreprise. Un gel des prix, la mesure n'aurait aucun sens selon le gouvernement. La majorité des professionnels du transport que nous avons rencontrés sont du même avis. Son gâteau au pavot avait provoqué la mort de 2 personnes en Vendée. Un homme de 32 ans a été condamné à 20 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. L'homme est poursuivi pour avoir concocté une pâte à partir de graines de pavot dérobées dans un champ. Un plat qui s'est avéré fatal pour ses 2 amis de passage. Qu'il se fasse du mal à lui-même en consommant, s'il a envie de continuer, mais qu'il arrête d'en donner aux autres ou d'en vendre. Et l'enquête a également montré que le pavot provenait du champ d'un agriculteur qui travaillait avec une filiale du groupe Sanofi Aventis. Des feux de forêt en plein hiver, c'est plutôt rare. Et pourtant, l'Ardèche vient de connaître 3 incendies. Quelques 130 hectares de broussailles sont notamment partis en fumée à Labastide. Des sinistres favorisés par le vent et le manque d'eau en Ardèche, mais aussi dans la Drôme. Effectivement, c'est un hiver plus sec que la normale. À Montélimar, par exemple, c'est un des hivers les plus secs de ces 30 dernières années. Donc les précipitations de la Drôme et l'Ardèche qui sont restées inférieures à 10 mm sur l'ensemble des 2 départements, à l'exception du plateau du Vercors où on dépasse à peine 10 mm ou sur le plateau ardéchois. Plus d'une centaine de pompiers appuyés par des trackers et des canadaires ont été mobilisés.
Difficile de voler dans les plumes des cormorans. La campagne d'abattage menée en Corrèze par des chasseurs n'a pas été un franc succès. Un coup dur pour les pêcheurs car ces oiseaux, beaucoup trop nombreux, sont d'énormes consommateurs de poissons. Ils ont du fil à retordre. Depuis quelques années, les pêcheurs corréziens disputent le poisson aux cormorans. Une concurrence déloyale car l'oiseau noir, lui, ne rate jamais sa proie. C'est un problème parce que quand un cormoran mange, il faut savoir qu'un cormoran mange 400 grammes de poisson par jour. Quand vous en avez 150 qui se posent sur une rivière et qui plongent sans arrêt, donc multiplié par X mois, X jours et X mois, on arrive à des contenances de 15 tonnes, autre chose comme ça, c'est assez vite fait. À l'origine de cette prolifération, la fin du ramassage des œufs au Danemark et aux Pays-Bas, une tradition pascale à laquelle le Parlement européen a mis fin en classant le cormoran parmi les espèces protégées. Ainsi revigoré, l'oiseau marin a étendu son territoire aux rivières et aux lacs de France, un envahisseur que les chasseurs doivent désormais réguler. Parce qu'il y a des ronds aussi qui se promènent dans les parages, il y a des ronds. Ça, il ne faut pas les tirer, ceux-là. C'est bien protégé, ça. Tu vois, les canards, ils sont là. Voilà. Cette année en Corrèze, le quota d'abattage émis par la préfecture était de 280 cormorans. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, il va très clair, et dès qu'il nous aperçoit, il passe une fois et puis il ne repasse pas. Si on les tire, bon, on arrive, il y en a un, et puis on les tire, et puis terminé, ils ne reviennent pas, quoi. Alors c'est très compliqué. Alors il faut bien se planquer, attendre qu'ils repassent, et soit on les tire au vol, soit au posé. Si on peut les laisser poser, c'est mieux, parce que plus d'un va venir se poser sur les arbres, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, c'est très malin, et ça y voit clair. Et c'est d'ailleurs bredouille que nos chasseurs ont conclu leur dernier jour d'abattage autorisé. Plus mal à l'abri, les cormorans couleront donc des jours heureux en Corrèze jusqu'en avril, avant de mettre le cap vers le nord. Retour prévu en octobre, à moins que la campagne de stérilisation des œufs entreprise au Danemark n'enraye leur prolifération. Enfin, lancer des disques enflammés en pleine forêt pour chasser l'hiver. Cette fête païenne, baptisée Skivøslave, subsiste dans certains villages alsaciens, notamment à Hofwiller, une tradition pour le moins surprenante. Hofwiller, une petite commune de 850 habitants au sein du parc régional des Vosges du Nord. Une fois par an, une tradition tire le village de sa torpeur. Roland est en train justement de façonner les pièces maîtresses des festivités. Fabrique un disque en bois qui, par le fait de le rendre incandescent et le lancer en pleine nuit, peut faire penser au soleil et peut faire rappeler le soleil. Vous aurez remarqué que le disque est beaucoup plus fin sur les bords afin de faciliter son allumage. Le bâton sur lequel est fixé le disque provient au contraire d'un noisetier frais en raison de sa bonne tenue au feu. Pour dissuader un hiver qui aurait tendance à traîner et chasser du même coup les mauvais esprits, les villageois s'impatientent et se dirigent déjà vers le bûcher, armés d'un chapelet de disques. Écoutez, d'après ce que je sais, que vous savez aussi sûrement, c'est pour chasser les mauvais esprits de l'hiver. Il faut chauffer la rondelle et il faut avoir une technique pour qu'avec une force centrifuge, le disque part ou soit lancé sur une pierre pour faire décoller au niveau de la baguette. Près de 3000 disques ont été confectionnés cette année. La nuit tombée, ils seront autant de petits soleils qui, propulsés dans la vallée, vont favoriser l'équinoxe de printemps. Le Skivøslave peut commencer. Vous avez déjà tiré? Oui. Ça fait comment? C'est super. Ça fait du bien, hein, c'est pour chasser l'hiver, donc c'est parfait. Déjà en 742, Charlemagne avait interdit ces processions en raison des dangers qu'elles présentaient pour les habitations et hélas parfois pour les spectateurs. Tout de suite, votre édition des initiatives.